ces industries, elles sont hyper présentes à Bruxelles et elles vont tout faire, parfois même utiliser des méthodes qui sont vraiment dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, pour faire en sorte qu'on soit le moins ambitieux possible sur des sujets qui pourraient affecter leur chiffre d'affaires. Elle, c'est Chloé Mikolajczak, alias The Green Monkey sur les réseaux. Elle y dénonce les actions des grosses entreprises pétrolières, alerte sur les dangers des pesticides et partage ses voyages en train. Mais c'est pas tout. Au niveau européen, elle milite pour des politiques environnementales plus ambitieuses. Bref, elle est hyper engagée face au changement climatique et ça tombe bien, c'est le sujet de cet épisode. Nous, la jeune génération, pouvons-nous encore faire la différence ? Est-ce que les politiques de l'Union européenne sont assez ambitieuses ? Et comment faire en sorte d'avoir une Europe plus durable ? J'ai plein de questions à lui poser. Moi, c'est Camille Sarrazin. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter en collaboration avec RFI. Salut Chloé. Salut. Merci d'être avec nous. T'es venue exprès de Belgique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé à avoir une conscience écolo ? Alors moi, j'ai pas grandi dans une famille qui était particulièrement conscientisée ou particulièrement politisée, mais j'ai toujours été assez sensible aux injustices. Même dans toute ma scolarité, j'ai souvent été déléguée de classe parce que j'avais envie de défendre mes petits camarades. Et en fait, quand j'ai eu à peu près 16-17 ans, il y a eu le moment du scandale de l'huile de palme. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était un peu le Nutella Gate où on parlait de l'huile de palme. Et ça m'avait vachement marqué de voir ces images de forêts qui étaient complètement rasées, de ces animaux qui perdaient leur habitat et de ces personnes qui perdaient aussi leurs moyens de subsistance. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'engager. Et en fait, je pense que comme beaucoup de gens avec l'écologie, une fois que tu commences à tirer un peu sur le fil et que tu commences à découvrir ce qu'il y a derrière un sujet, bah, tu tires et tu te rends compte que tout est lié. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'engager de plus en plus. J'ai fait mes études dans ce sujet. Et puis, j'ai plongé la tête la première dans l'activisme et j'en ai fait aussi mon métier. Justement, qu'est-ce que tu as fait un peu comme activisme et qu'est-ce que ça t'a apporté toi aussi sur le plan personnel ? Bah, mon activisme, moi, il est à plein de niveaux différents parce que j'en ai fait mon métier. Donc, je travaille en ONG, surtout. Et donc, je gère des campagnes, notamment au niveau européen, sur des sujets liés au climat, à la biodiversité, à la justice sociale. Et à côté de ça, je fais partie de plusieurs collectifs citoyens, certains que j'ai cofondés, d'autres dont je fais partie, sur plein de sujets différents. Donc, on a travaillé sur la politique agricole commune, on a travaillé sur l'exploitation des fonds marins, on a travaillé sur la fast fashion, pas mal de sujets différents. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, ça me prend aussi beaucoup, ça me prend du temps, ça me prend de l'espace mental. Mais ce que ça m'apporte, je pense, c'est un sens de me dire que je fais ce que je peux par rapport à l'urgence et par rapport à la situation dans laquelle on est. Et c'est vraiment être dans l'action, moi, qui permet de gérer mon éco-anxiété, qui est un terme qu'on entend de plus en plus en ce moment. Et je pense que si il n'y avait pas cette action et si je ne m'engageais pas autant, je pense que je serais beaucoup plus anxieuse que je ne le suis aujourd'hui. Toi, comment t'en es venue à ça, être activiste ? C'est parce que t'avais cet intérêt, que tu faisais tes études là-dedans ? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'y a amené ? Et qu'est-ce qui pourrait amener d'autres gens à rejoindre ce type de mouvement ? Je pense qu'on rejoint l'activisme assez souvent à cause d'une frustration, d'une certaine forme de colère et d'une envie de faire changer les choses. Donc moi, c'est vraiment ça qui a fait que je me suis engagée. C'est parce que j'avais envie de faire changer les choses. J'avais envie de me dire que je pouvais me battre pour un futur qui était désirable pour tous, me battre contre les injustices. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Est-ce qu'il y a une campagne que tu as menée qui t'a particulièrement marquée ? Il y en a eu beaucoup que j'ai menées qui m'ont marquée. Je pense que peut-être, c'est pas forcément une campagne sur le long terme, mais moi j'ai été porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Code Rouge en Belgique et qui est le plus gros mouvement de désobéissance civile en Belgique. Donc on réunit des milliers de personnes pour des actions 1 à 2 fois par an qui visent des entreprises qui sont très polluantes. Et donc la première édition de Code Rouge, c'était absolument extraordinaire parce qu'on avait réuni plus de 1200 personnes et on a réussi à bloquer des usines de Total Energy pendant près de 36 heures. Et donc, on avait des gens qui se sont engagés, des gens qui parfois n'avaient jamais fait de militantisme ou d'activisme de leur vie, des gens de tout âge, de tout background social, qui se sont dit « Allez, là, il y a vraiment quelque chose à faire, on est dans une situation catastrophique, il faut agir avec de l'action directe », et qui se sont retrouvés à dormir par terre, devant des usines de Total pendant 36 heures, et pouvoir être la porte-parole de ça et défendre la désobéissance civile et défendre ces gens qui avaient choisi de s'engager, c'était vraiment une expérience inoubliable. Comment on passe d'une adolescente qui est juste triste par rapport au scandale Nutella, par rapport aux animaux qui perdent leur habitat, à je vais faire de la désobéissance civile et je vais m'attaquer à Total.
Parce que la désobéissance civile, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus décrié en ce moment. Bien sûr. Toi, comment tu vois les choses ? Je pense qu'il y a la question du sujet, puis il y a la question de la forme d'action. Sur la question du sujet, c'est ce que je te disais avant, c'est que je pense qu'une fois que tu commences à découvrir un petit peu ce qui se passe derrière les scandales écologiques, qui sont l'autre facette de la pièce des scandales sociaux, parce qu'en fait, inégalité et changement climatique, limite planétaire, etc., c'est les deux facettes d'une même pièce. Un système économique qui exploite à la fois les gens et à la fois la nature. Donc en fait, une fois que tu commences à tirer un peu la pelote de laine, tu te rends compte que tout est lié. Donc passer du Nutella à Total, finalement, c'est pas si éloigné que ça, parce qu'on se rend compte que très souvent, c'est les mêmes choses. C'est des entreprises qui exploitent, qui détruisent, qui très souvent sont au courant des impacts de leur activité et qui choisissent de ne rien faire et de continuer à détruire. Oui, bien sûr, pour rappel, les entreprises pétrolières étaient tout à fait au courant qu'elles relâchaient des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis très très longtemps. Depuis les années 70, et ont choisi de ne rien faire et aujourd'hui continuent en fait à cacher et à mentir certains aspects de leur activité. Sur les modes d'action, moi je pense que j'ai un peu tout essayé sur les modes d'action. Donc j'ai commencé par les grandes marches pour le climat en 2019, où il y avait des milliers de jeunes dans la rue à travers le monde. C'était hyper galvanisant. Et on a eu le Covid après, donc à partir de 2020, ça devenait un petit peu plus compliqué de se mobiliser ensemble et dans la rue. Donc on a dû aussi réfléchir à d'autres modes d'action. Il y a encore eu des marches. J'ai fait aussi beaucoup de plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est-à-dire on va parler à nos décideurs, on leur demande gentiment de changer les choses, on fait des campagnes de communication ou autres, et on va les voir et on leur dit s'il vous plaît, votez ça, votez des trucs ambitieux, etc. Et je pense que si on arrive à la désobéissance civile, c'est qu'il y a aussi une forme de frustration par rapport à ces méthodes. Je dis pas qu'elles fonctionnent pas, elles fonctionnent dans beaucoup de cas, mais il y a des moments où elles fonctionnent pas assez vite ou de façon pas assez ambitieuse, n'apportent pas les résultats qu'on attend. Après, comme tu dis, toi, tu fais un peu de tout finalement, puisque tu partages aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc tu es beaucoup dans la communication, tu fais aussi des plaidoyers, des campagnes, tu parles avec des politiques, tu as fait des marches, la désobéissance civile, donc il y a un peu de tout. Est-ce que finalement, il faut un peu de tout pour que ça marche et que ça avance ? Je pense qu'il faut un peu de tout, c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certaines méthodes que d'autres. Je pense que la désobéissance civile, elle fait complètement partie de façon légitime, comme les autres méthodes de cette boîte à outils qu'on a pour faire changer les choses. Donc moi, je ne décris pas la désobéissance civile, je pense qu'elle est nécessaire. Et après, il y a aussi cet aspect où tout le monde ne va pas aller faire de la désobéissance civile, peu importe le mode d'action, il y a des gens qui ne vont pas se sentir OK de le faire. Que ce soit une question d'âge, que ce soit aussi une question de rapport à la police. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les mouvements, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de faire de la désobéissance civile puisqu'elles sont touchées principalement par les violences policières. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très très important. Donc je pense que s'il y a toute une variété d'actions aussi, c'est aussi pour permettre à des personnes qui ont des profils très différents et des envies et des compétences très différentes de pouvoir faire partie de ce mouvement qui essaye de faire changer les choses. Alors Studio, c'est un podcast européen et justement, toi, tu mènes aussi beaucoup d'actions à ce niveau-là. C'est quoi ton dernier combat en date que tu as mené à un niveau européen et pas seulement national ? Ouais, je crois que c'était la loi sur la restauration de la nature. Long combat, parce que c'était très très intense. Donc en fait, c'était une loi, si tu veux, qui vise à restaurer la nature en Europe, parce que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais à peu près 80% des écosystèmes en Europe sont dégradés, donc en vraiment pas bon état. Et donc, il faut absolument les restaurer, donc les remettre en gros en état, parce qu'ils sont bons pour le climat, parce que les écosystèmes en bonne santé, ça absorbe du CO2. C'est ce qui permet aussi de créer une forme de résistance au changement climatique, donc moins par exemple, d'inondations. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir de la biodiversité à nouveau en Europe qui s'effondre et on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup moins d'oiseaux, beaucoup moins d'insectes qu'il y a plusieurs années. C'est vrai que la biodiversité, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, pour les inondations, la Slovénie a été touchée, l'Allemagne, la Belgique, le nord de la France. Là, c'était l'Europe centrale et l'Europe de l'Est dernièrement. Donc, il y avait un gros enjeu quand même. Il y a un énorme enjeu sur ça, sur vraiment avoir des écosystèmes qui sont en bonne santé. Et donc, c'était un peu tout le but de cette loi. Et sauf que ce qui s'est passé, pour te raconter très vite, c'était une loi qui a généré des passions, comme j'en ai jamais vu quasi au niveau européen. Vraiment, moi je dis souvent, on avait l'impression que c'était Gossip Girl, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, elle est passée au Parlement européen et le Parti conservateur en a fait son cheval de bataille contre l'écologie. Vraiment, ils se sont dit, cette loi-là, il faut pas qu'elle passe. Et donc, ils ont commencé à balancer sur des réseaux des grosses fake news, des gros mensonges, notamment en disant que si la loi, elle passait, on aurait des villages qui disparaîtraient en Europe. Que les agriculteurs allaient complètement perdre leurs moyens de subsistance, etc.
Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous font là, enfin, vraiment. Et des trucs en plus hyper cringe où ils mettaient vraiment des gifs avec des Pères Noël en disant il y aura plus de Noël s'il y a la loi de la restauration de la nature. Oui, qu'est-ce qu'ils nous font? Et donc, on s'est vachement mobilisés avec les ONG qui ont mené une grosse pétition, une grosse campagne qui a eu plus d'1 million de signatures. Et nous, on s'est pas mal mobilisés en allant voir les députés, donc en amenant des activistes à Strasbourg, en les faisant rencontrer des députés pour leur dire il faut absolument que cette loi elle passe, c'est hyper important. Et en fait, elle est passée, mais vraiment ric-rac à 36 voix près. Sauf qu'on pensait que c'était bon. On s'est dit, bon, elle a été affaiblie, certes, mais elle est passée. Et après, en fait, il y a encore plein d'étapes un peu compliquées dans le processus législatif, mais normalement, qui sont des formalités. Une fois que c'est passé, normalement, au Parlement et au Conseil, on est bon. Et là, on a eu à nouveau des rebondissements ces derniers mois, où ils ont à nouveau menacé de ne pas la voter, etc. Bref, elle a été adoptée, vidée d'une grosse partie de sa substance, mais elle a été adoptée. Donc, on est content, même si c'est plus un symbole qu'autre chose. Mais on est content parce que ça nous a permis de montrer à ces conservateurs qu'au final, on pouvait encore avoir des lois sur l'environnement, quoi. Et comment t'expliques que d'un seul coup, il y a eu cette vague d'opposition? Je pense que donc, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi. Et je pense qu'en fait, ça faisait partie de leur stratégie pour les élections européennes. En fait, quand ils ont commencé à réfléchir à leur stratégie pour les élections européennes, ils se sont dit sur quoi est-ce qu'on va taper à fond qui va nous rapporter des voix. Il fallait trouver un peu un bouc émissaire, parce qu'on parle beaucoup d'écologie punitive en ce moment. C'était ça. C'était complètement ça. Ils se sont dit, il nous faut un sujet sur lequel on va pouvoir balancer plein de fake news, en gros, où on va pouvoir exagérer des trucs. Et en fait, ils se sont dit, ça va être l'écologie en règle générale, et donc le pacte vert notamment. Et donc, pendant 1 an et demi, petit à petit, ils ont déroulé leur stratégie. Donc, ça a commencé avec la loi de la restauration de la nature. Puis, c'est continué avec le mouvement des agriculteurs qui a eu lieu en début d'année, où on a entendu, mais vraiment tout et son contraire. Et c'est ce qui leur a permis, pendant la période des élections, de dire vraiment... Il ne faut pas voter pour des partis qui soutiennent l'écologie, parce que c'est ça qui va faire que demain, les prix de tout vont devenir plus chers, on va vous demander plus de sacrifices, plus d'impôts, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail, ce n'est pas le cas. Il y a plein de problèmes avec les lois écologiques au niveau européen, ça, il y en a des millions. Mais par contre, les trucs qu'on a entendus, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est le bon moment pour faire un petit point sur ce que c'est le pacte vert. D'abord, j'aimerais rappeler que l'Europe, c'est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde. Et donc, le pacte vert, c'est la réponse de l'Union européenne face au réchauffement climatique, avec des objectifs qu'on peut... Je ne sais pas si on peut les dire ambitieux, c'est toi qui nous diras. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et, entre-temps, de réduire les gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces objectifs? Est-ce que tu trouves qu'ils sont assez ambitieux? Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce que c'est atteignable d'ici 2050 d'être neutre en carbone en Europe? Alors là, il y a plein de choses dans ta question qu'il faudrait détricoter, mais le pacte vert, quand il a été annoncé, il y a eu des réactions très mitigées. Mais beaucoup de gens se disaient, au moins c'est ça. Au moins on a ça, ça existe, ça a le mérite d'exister. Et il y avait aussi toute une bataille quand même pour arriver à ce 55%. Enfin, c'était pas évident de faire accepter ça comme objectif de l'Union européenne. Alors, tu vois, et c'est ça qui est vachement intéressant aussi au niveau européen, et on parle beaucoup de compromis, ce qu'on a un peu plus de mal à faire au niveau national. Mais voilà, au niveau européen, on est vachement sur des compromis, mais 55%, ça a déjà été compliqué, mais la science nous dit que en fait, il nous aurait fallu 65% d'ici 2030. Donc 55%, tout le monde était là, c'est déjà beaucoup trop. Mais en fait, c'est même pas ce que la science nous demande. Mais bon, il faut être un peu pragmatique, il faut se dire ça a le mérite d'être là. Mais quand tu lis la première phase du pacte vert, quand ça a été publié par la Commission européenne, il y a quand même écrit que c'est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. Bien sûr. Donc déjà, quand tu lis ça... Il n'y a pas de remise en question du système de production. Non, il n'y a pas. Et donc déjà, tu lis cette première ligne et tu te dis... Ok, bon, on voit sous quel angle c'est pris. Et donc, dans ce pacte vert, il y a plein de lois avec des objectifs, comme tu disais, qui ont été adoptés ces 5 dernières années sur plein de secteurs. Les voitures, le transport, les maisons, enfin, comment est-ce qu'on rénove les bâtiments. Et toutes ces lois, elles ont fait l'objet de batailles, très souvent, mais il leur manque pas mal de choses. Il leur manque, dans beaucoup de cas, une certaine forme d'ambition, mais il leur manque aussi un volet social. Parce qu'en fait, tous ces objectifs, ils sont bien, même si pas suffisants d'un point de vue climatique, mais ça va coûter de l'argent. La transition, elle coûte cher. Elle coûte moins cher que si on ne fait rien, ça c'est évident, tout le monde l'a démontré, mais ça va quand même coûter de l'argent. Qui va payer? Est-ce qu'on laisse les ménages
payer le coût de la transition? Est-ce qu'on laisse les gens devoir payer le coût du renouvellement de leur voiture, le fait de devoir payer la rénovation de leur maison parce que c'est une passoire thermique, le fait de payer plus cher du bio au supermarché, le fait de devoir prendre des trains au lieu des avions? Tout ça, ça a un coût. Et en fait, c'est le grand manquement du pacte vert, c'est que ce volet social, il a quasi pas été pris en compte. On n'a quasi pas mis sur la table ce truc de se dire, pour toutes ces lois, il faut les accompagner d'argent pour pouvoir soutenir les gens. Et du coup, c'est ce qui a permis de donner de l'eau aussi au moulin des gens qui critiquaient le pacte vert, c'est de dire « Ouais, mais attendez, votez surtout pas pour les gens qui vous ont fait le pacte vert, parce que ça va vous coûter super cher. » Donc ça, c'est un vrai problème et c'est ça qu'il va falloir essayer de gérer dans les 5 prochaines années. Est-ce que c'est des choses aussi qu'après les États, dans leur application nationale de ces lois, peuvent mettre en place? Par exemple, en France, il y a des aides pour la rénovation des logements ou pour acheter un vélo électrique. Ça, c'est possible? Oui, bien sûr, ils peuvent. Mais là, on parle quand même beaucoup d'argent parce que les objectifs, comme tu disais, ils sont quand même, dans certains cas, assez élevés. Et il y a aussi le fait que si on laisse tout aux États européens, si on leur laisse toute cette liberté à eux, enfin, ou cette liberté ou cette responsabilité, en fait, on va toujours avoir, comme sur tous les sujets, un gros déséquilibre, parce qu'un État comme l'Allemagne, qui est super riche, qui est vraiment la locomotive, souvent dit, de l'Union européenne, va pouvoir mettre de l'argent de côté pour dire à ses citoyens on va vous aider à financer le truc. Mais on prend un pays comme, je sais pas moi, comme Malte ou comme la Grèce, alors là, ils vont se retrouver dans une situation un peu plus délicate. Donc c'est pour ça que, en tout cas, moi, ce que je défends, c'est de l'argent emprunté en commun au niveau européen par tous les États membres, qui soient du coup solidaires entre eux. Alors ça, c'est un autre sujet, mais en gros, la plupart des États refusent encore ça en disant « Ah non, on n'emprunte pas trop d'argent ensemble ». Et alors, c'est assez dingue parce que leur argument, c'est souvent de dire... c'est souvent les États les plus riches qui disent ça. Ils disent « Oui, mais regardez comment l'Espagne gère ses sous, regardez comment la Grèce a géré ses sous. Est-ce qu'on veut vraiment faire des emprunts en commun avec des gens qui gèrent leurs sous comme ça ?» Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait pour créer une vraie solidarité européenne et pour que derrière, on puisse soutenir cette transition efficacement. Alors, c'est pas un écolo convaincu, mais il y a Mario Draghi qui a sorti un rapport et il dit aussi qu'on va avoir besoin d'argent. Alors lui, il s'intéresse plutôt à la croissance de l'Union européenne, mais il propose aussi que les États se mettent ensemble comme ça a été fait pendant le Covid. Tu penses que ça, c'est possible quand on voit comment les États ont du mal à se mettre d'accord, par exemple, sur la politique migratoire, sur plein de choses, en fait Oui, donc c'est le fameux rapport Draghi dont tu parles, qui est un rapport effectivement sur comment est-ce qu'on relance la croissance de l'Union européenne. Et effectivement, il dit des trucs qui sont hyper pertinents, Mario Draghi dedans, notamment sur l'histoire de l'emprunt en commun, comme tu disais. Donc effectivement, il faut, dans un monde idéal, que les États se mettent ensemble et se disent on emprunte des sous en commun pour pouvoir financer plein de trucs, parce que sinon, encore une fois, c'est toujours la responsabilité de chaque État, et les États ne sont pas égaux sur leur capacité d'emprunt. En revanche, ce rapport, il est très problématique sur beaucoup de choses, et il prône notamment une certaine forme de... Alors, ils appellent ça la simplification administrative. En gros, c'est de dire les lois, elles sont trop compliquées pour les entreprises au niveau européen, ça leur rajoute vraiment un fardeau, ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte du temps humain pour répondre à toutes ces demandes de l'Union européenne. Il va falloir simplifier tout ça. Alors, c'est pas faux. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées pour les entreprises en Europe, dans certains pays plus que d'autres. En revanche, nous, ce dont on a très peur, c'est que simplification, ça veuille dire dérégulation. Donc ça veut dire, en gros, sous couvert de simplifier, en fait, on affaiblit plein de lois. Et il le dit d'ailleurs notamment, il y a une loi très importante qui est passée qui tient responsable maintenant les entreprises pour les abus environnementaux et sociaux qui se passent dans leur chaîne en gros d'approvisionnement partout dans le monde. Donc elles sont responsables de leurs sous-traitants. Exactement, donc c'est dire par exemple, j'invente mais un H&M, qui est une entreprise suédoise, serait responsable si dans une usine qui produit pour elle au Bangladesh, on a du travail d'enfant ou on a de l'utilisation de produits toxiques. Donc ça c'est incroyable, ça n'est jamais arrivé au niveau mondial. Et dans son rapport, Draghi il dit un peu, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut soutenir les entreprises, ça c'est un peu compliqué pour elles. Donc ça, c'est assez problématique. Et donc, il faut faire un peu la part des choses dans ce rapport. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il est sorti dans la bulle européenne, qui est vraiment une toute petite bulle, et tout le monde s'est extasié en disant « c'est le rapport qui va nous permettre de relever l'Europe, c'est notre boussole pendant les 5 prochaines années », alors qu'en vrai, sur beaucoup d'aspects, il est problématique. Et le dernier aspect sur lequel il est très problématique, c'est qu'il parle beaucoup de décarbonation. Donc il dit « ouais, on va relancer l'économie européenne », en décarbonant, donc en faisant plein d'industries zéro carbone, et en même temps, ça va nous permettre de relancer la croissance et d'être compétitifs face aux Chinois et aux Américains. Sauf qu'en fait, ils ne parlent pas du tout de biodiversité. Donc en fait, il y a plein de gens au niveau européen qui ont tendance à mettre ça en opposition. Climat, nature. Alors qu'en fait, si tu t'intéresses un minimum au sujet, tu te rends compte que l'un ne va pas sans l'autre. Tu n'as pas de
On ne peut pas combattre le réchauffement climatique sans avoir une nature en bonne santé. Et donc, ces gens-là, ils sont en mode décarbonation, mais comme une opportunité économique. Ça va nous permettre de créer des nouvelles entreprises zéro carbone. Mais derrière, l'impact sur la nature, l'impact social, globalement, ils s'en foutent, quoi. Après, c'est vrai que l'Union européenne, c'est né d'abord d'une entente économique. Donc, on sent que c'est vraiment imprégné dans la philosophie de beaucoup de personnalités politiques au niveau européen. Tu disais, il y a eu la loi sur la restauration de la nature, mais sinon, les politiques européennes donnent l'impression d'être très centrées justement sur cette décarbonation et voilà, sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de doublement des énergies renouvelables. D'ailleurs, j'ai noté l'objectif que s'est fixé l'Union européenne, c'est 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et bon, juste pour faire un petit point, il y a des pays qui s'en sortent très bien, par exemple la Suède. Donc c'est le pays de l'UE qui a utilisé le plus d'énergie renouvelable en 2022 selon Eurostat. C'était 2/3 de la consommation finale d'énergie. Et par contre, du côté des mauvais élèves, désolée, il y a la Belgique, l'Irlande, Malte, le Luxembourg. Et dans ces pays-là, les énergies renouvelables, c'est 13 à 14% de la consommation d'énergie. Et je parle de consommation d'énergie et pas d'électricité, donc consommation totale de l'énergie qui est utilisée dans le pays. Quand tu vois ça, quel regard tu portes aussi sur la politique, pas seulement au niveau européen, mais des pays membres, comme la Belgique par exemple ? Oh bah nous c'est compliqué, hein, mais nous c'est pas, enfin nous c'est compliqué pour tellement de raisons. C'est compliqué parce que on fonctionne en gouvernement de coalition, donc littéralement ça va des écolos aux plus ou moins conservateurs. En fait c'est un peu comme l'Europe. Voilà, c'est exactement comme ça. C'est que tu mets des gens, l'Europe tu mets 27 personnes. C'est comme si tu demandais à 27 potes de choisir un resto et de confirmer le resto ou les vacances. Galère sans nom, et au final tu te retrouves toujours avec un truc où il y a plein de personnes qui disent c'est pas ouf quand même, hein. Enfin, on aurait pu faire mieux. Partir à plus de 10 en vacances c'est compliqué. Et bah là imagine 27 avec chacun des envies très différentes. Et bah c'est exactement ça l'Europe. Et nous la Belgique on a ça mais version encore plus petite. Est-ce que c'est pour ça que toi t'as voulu aussi t'intéresser au niveau européen et que tu trouves que c'est important de faire voter des lois à un niveau plus haut ? Est-ce que je suis frustrée par les politiques de mon pays et c'est pour ça que je change de niveau, c'est ça ta question? Bah après il n'y a pas que la Belgique, tu vois, il y a aussi le Luxembourg où ils ont quand même assez d'argent et ils pourraient mettre en place des politiques, mais on sent qu'il y a certains pays, s'il n'y a pas un moteur un peu qui vient d'en haut, ça n'avance pas forcément. Ouais, alors c'est pas la raison principale pour laquelle je travaille surtout au niveau européen, c'est que moi, bizarrement, même si je critique beaucoup l'Europe et je trouve qu'elle a plein de problèmes et il faudrait changer les traités pour la rendre beaucoup plus démocratique, beaucoup plus accessible, pour faire en sorte que les citoyens puissent se sentir proches de l'Europe et participer aux lois, je trouve que c'est quand même un niveau assez cool. Et c'est assez cool ce qu'on essaie de construire avec l'Europe. On parlait d'avoir 27 potes qui partent au resto. Et ben en fait, quand les 27 potes arrivent à s'entendre et partent en vacances et ça se passe super bien, bah c'est quand même plutôt cool. Et en fait, c'est pas fait ailleurs dans le monde. Et moi, je trouve que c'est quand même assez génial. Et je trouve surtout qu'on a tellement plus de pouvoir et tellement plus d'impact quand on se met ensemble. Tu vois, même si on est loin de ce qu'on devrait faire selon la science, on est quand même aujourd'hui, bon, il y a plein de raisons qui font que c'est comme ça, mais on est le continent le plus décarboné au monde par rapport à d'autres. Donc il y a plein de choses quand ça se passe pas trop mal qui font que l'Europe, c'est un chouette projet. Justement, quand tu vois là la recomposition au niveau de l'Union européenne depuis les dernières élections, comment tu te sens par rapport à l'avenir, aux prochaines années ? Alors le 9 juin au soir, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Surtout que j'avais pas mal travaillé sur la campagne des européennes. Et en fait, moi, du coup, ce que j'ai vu, c'est de me dire que ces 5 dernières années, on s'est battu et on n'avait jamais eu un Parlement qui était aussi favorable à nos idées. Alors, on n'était pas majoritaire, on n'avait pas des groupes progressistes majoritaires, mais c'était le plus de députés, on va dire, de gauche, progressistes, qu'on n'avait jamais eu. Et même là, on galérait beaucoup à faire avancer certains sujets et à passer certaines lois. Donc, quand j'ai vu ce à quoi ressemblait le Parlement, alors on n'est pas à ce qu'on avait... pas à ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire qu'on s'attendait à pire. On pensait vraiment qu'on appelait ça la vague brune. En se disant on allait avoir des dizaines et des centaines de députés d'extrême droite. On en a plus qu'avant, ça c'est certain. Mais c'est pas aussi terrible que ce à quoi on pensait. Et beaucoup moins d'écologistes par contre. Ça par contre, on a beaucoup moins d'écologistes, ça c'est évident. Et ça, donc ça va être un peu compliqué, même très compliqué dans les prochaines années. Après, l'écologie, c'est devenu de plus en plus accepté et finalement, chaque parti en parle.
Ils en parlent, mais ils font pas beaucoup de choses. Un peu à sa manière, même dans le programme du Rassemblement national en France, il y avait des mesures qui se voulaient vertes. Comment tu vois ça? Tu trouves que c'est un progrès ou pour toi c'est du vent? Ah non, c'est complètement du vent, parce qu'il suffit de regarder comment ces partis votent, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Parce que c'est bien beau de mettre des choses dans son programme, mais si derrière on vote l'inverse, c'est problématique. Et quand on voit un peu les analyses de vote qui sont faites régulièrement, notamment par les ONG sur certains sujets, on voit que c'est des partis qui constamment votent contre les avancées, que ce soit sur l'écologie, le climat ou la justice sociale. Constamment. Bon, toi, tu es militante et tu es très bien renseignée sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, mais on a voulu voir si des jeunes lambda dans la rue savaient ce qui se passe au niveau européen et s'ils avaient notamment entendu parler du pacte vert. Est-ce que tu as entendu parler du pacte vert de l'Union européenne? Non, j'avoue que j'ai pas entendu parler. Le pacte vert de l'Union européenne, non. Non, je crois pas. Est-ce que tu te sens concernée par le réchauffement climatique? C'est vraiment l'enjeu des siècles à venir finalement. C'est vrai qu'au début, pas trop, mais maintenant je me sens de plus en plus concernée. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça, où on en entend de plus en plus parler. C'est inquiétant, mais je pense que c'est pas à moi de faire plus d'efforts. Ce que je veux dire, c'est que je suis un consommateur et c'est plutôt aux entreprises de faire ce qu'il faut. J'ai eu ma phase où j'étais là, oh mon Dieu, la société va s'effondrer, l'effondrement écologique, etc. Maintenant, on vit plus avec, mais évidemment que ça m'inquiète. Et généralement, dans mes choix de vote, etc., je vais toujours dans le sens des politiques, enfin dans les partis qui ont des politiques écologiques fortes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'inquiète, toi, pour ton futur? La planète, du coup, parce que les températures qui augmentent d'ici 2030, en fait, est-ce que quelle température il va faire en fait au final? En plein mois de décembre, est-ce que par exemple il va faire 40 degrés? Enfin, on ne sait pas. Justement, pour toi, c'est à qui d'agir? Est-ce que c'est à nous, les gens, les particuliers? Est-ce que c'est aux politiques, aux grosses entreprises qui doivent s'occuper de tout ça? C'est toujours important d'agir nous, mais c'est vrai que je pense que les effets les plus immédiats qu'il peut avoir, c'est les gouvernements et les grosses entreprises, et c'est celles qui sont le moins concernées malheureusement. Si chacun met du sien, peut-être que il va avoir une évolution. Donc c'est à nous de faire des petites actions de notre côté, et puis aux politiciens peut-être de plus partager, de plus avoir d'idées aussi. S'il y a une mesure que tu aimerais voir mettre en place, soit au niveau de la France, soit au niveau de l'Europe, pour lutter contre le changement climatique, tu penserais à quoi? Je sais que c'est impossible, mais peut-être limiter les passages en avion ou même par rapport aux jets privés aussi, si c'est pas nécessaire, ne pas le faire, quoi. Rendre plus accessible aussi les trains, les choses comme ça, beaucoup plus réglementer les entreprises qui sont les plus polluantes malheureusement, donc tout ce qui est Nestlé, Coca, etc., etc. La mise en place de quotas et surtout le respect de ces quotas. Je pense que c'est les entreprises qui polluent le plus. Et voilà, si c'est pas respecté, mettre en place des sanctions financières qui vont essayer de décourager ces entreprises à enfreindre les règles et à surpasser leur quota d'émissions. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est intéressant sur la méconnaissance du pacte vert. Je pense que c'est assez symptomatique du fait que les sujets européens globalement sont pas tellement traités, et notamment en France. On en avait déjà parlé, mais la France est systématiquement dans le classement des pays où les citoyens se sentent le moins concernés ou le moins proches de l'Europe. Donc, je pense que les médias ont un gros rôle à jouer. Il y a le fait que, de façon générale, l'Europe n'est pas très accessible, on ne va pas se mentir. Oui. Pour la plupart des gens, c'est compliqué, c'est opaque. Il faut suivre des processus législatifs qui durent 3 ans, où il y a 50 000 rebondissements, 50 000 étapes, ça repart en arrière. Et après, je trouve ça hyper intéressant, leur réponse sur quel est notre rôle à nous, en tant qu'individus, citoyens / consommateurs, versus le rôle des politiques et des entreprises, et quelle est la mesure qui verrait mettre en place. Ça, c'était assez intéressant. T'es d'accord avec eux sur les mesures? T'aurais vu les mêmes choses? Je pense que c'est intéressant parce que ça démontre ce que ressentent beaucoup de personnes, qui est, moi, en tant que personne normale, on va dire avec un niveau de vie normal, je vois pas pourquoi je devrais être dans les premiers à faire des efforts. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on devrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, tout le monde, à un moment, va devoir changer ses modes de vie, mais à des échelles différentes. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est normal que les gens se sentent pas forcément embarqués par le truc si on leur dit « fais des efforts toi maintenant », alors que derrière, on laisse des Elon Musk, des Taylor Swift, c'est désolé pour Taylor Swift, mais des Elon Musk, des Taylor Swift, des gens prendre des jets privés 200 fois dans l'année, voyager dans des voitures qui sont énormes, prendre l'avion pour aller en week-end toutes les 2 semaines. C'est ces gens-là, en fait, qui en priorité doivent absolument changer leurs habitudes. Et effectivement, les entreprises ont un rôle énorme à jouer aussi. Donc tant que ça, ce ne sera pas une priorité des politiques de se dire tout le monde va devoir changer,
mais on va devoir prioriser où est-ce qu'on met les efforts en premier. Effectivement, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être difficile de se sentir embarqué dans le récit. Et on sentait aussi dans les réponses qu'il y a une attente des politiques qui, d'après eux, n'agissent pas assez. Ouais. Et alors ça, je pense que c'est le bon moment pour parler de ça. Le rôle des lobbies. C'est un peu le truc sur lequel je bosse beaucoup au niveau européen. Bruxelles est la deuxième ville au monde où il y a le plus de lobbies. La première, c'est Washington et la deuxième, c'est Bruxelles. Et donc, quand je dis le plus de lobbies, c'est qu'on estime autour de 30-35 000 personnes qui travaillent à Bruxelles et dont le rôle est d'influencer les politiques qui sont décidées. Sur les 30-35 000, pour te dire, on est à peu près entre 3 et 5 000 qui travaillent pour, on va dire, des causes d'intérêt général. Donc, globalement, dans des associations ou dans des centres de réflexion, ce genre de trucs. Tout le reste travaille pour des intérêts privés. Donc eux, vraiment, leur travail, c'est d'aller influencer chaque étape du processus pour que ça aille dans le sens de l'industrie ou de l'entreprise qu'ils représentent. Donc en fait, le rôle des lobbies, il a un impact énorme, mais vraiment énormissime, on s'en rend pas compte. Et c'est aussi pour ça que sur plein de sujets, il y a un manque d'ambition énorme, c'est que ces entreprises et ces industries, elles sont hyper présentes à Bruxelles, et elles vont tout faire, parfois même utiliser des méthodes qui sont vraiment dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, pour faire en sorte qu'on soit le moins ambitieux possible sur des sujets qui pourraient affecter leur chiffre d'affaires. Quand on est citoyen, citoyenne, quel pouvoir on a face à ces lobbies? Enfin, tu vois, on n'est pas forcément à Bruxelles, on ne comprend pas très bien d'ailleurs forcément les processus européens. Est-ce qu'on a encore un pouvoir pour avoir une petite influence sur les lois qui sont votées? Mais énorme en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte parce que du coup c'est loin, c'est opaque, etc. Mais nous, c'est un peu notre rôle du coup, c'est de créer des campagnes qui permettent aux citoyens de se sentir proches du sujet et de pouvoir se mobiliser face à ces lobbies. Et du coup, on a un peu le lobby citoyen, il y a plein de gens qui appellent ça comme ça. Mais nous, on fait ça beaucoup. Et tu vois, pour te donner un exemple, quand il y a eu le vote sur la loi de la restauration, un des nombreux votes sur la loi de la restauration de la nature, et qu'on a appris la veille que les conservateurs voulaient encore faire capoter le vote. En gros, on avait fait une vidéo avec pas mal d'activistes. On avait Camille Etienne en France, on avait Luisa Neubauer en Allemagne. On avait réuni pas mal de gens à l'arrache à minuit avec un montage entre minuit et 3 heures du matin. Où en gros, on disait aux gens, le vote, il a lieu dans 3 heures. On l'avait sorti à 7 heures du matin. Il faut absolument vous mobiliser, interpeller un maximum de députés de tel parti et tel parti en leur disant que vous voulez que cette loi, elle passe. Et en fait, en 3 heures, je crois que la vidéo, elle a été vue 500 000 fois et on a eu des milliers de commentaires sous les profils de ces politiques en leur disant on vous regarde et nous, on a envie que vous votiez de cette façon-là. Alors, je ne peux pas te dire qu'à 100%, c'est pour ça qu'ils ont voté pour la loi, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui l'ont fait finalement. Et donc, quand on se mobilise massivement et qu'on met la pression à ces gens-là, qui, comme ils sont à Bruxelles, ont l'impression d'être un peu intouchables parce que personne ne les regarde trop, personne vraiment s'intéresse à ce qu'ils font, ils la ressentent, la pression, et ils ne sont pas habitués. Donc, c'est hyper important que les gens se mobilisent. Et alors, comment ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire en suivant par exemple des ONG qui travaillent sur les sujets qui les intéressent sur les réseaux, ou alors des activistes qui travaillent sur les sujets européens, puisque comme ça, ils sont au courant de quand il y a une opportunité de mobilisation. Et donc les réseaux sociaux, c'est une vraie influence, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, c'est un peu là où on passe beaucoup de notre temps. Et puis des fois, c'est un peu critiqué aussi cet activisme où on dit tu fais rien, tu partages juste des trucs sur Instagram. En fait, finalement, ça peut avoir un poids auprès des députés. Ouais, ça peut avoir un poids. Alors, je te parlais tout à l'heure de la boîte à outils qu'on a pour faire changer les choses. Les réseaux sociaux, ça n'existe pas tel quel tout seul. Ça fait partie de cette boîte à outils. C'est lié à du plaidoyer, c'est lié à des actions directes, c'est lié à plein de choses. C'est un tout, et si on peut juste être chez soi et partager des choses, c'est très bien. Ça a un impact quand même. Ça a un impact énorme, puisque comme je te dis, en fait, c'est des gens très souvent, que ce soit à la Commission ou au Parlement, qui, comme ils sont à Bruxelles, donc loin de leur pays qui les a élus, en fait, ils se sentent... Il y a une forme d'impunité au niveau européen qui est assez énorme. C'est des gens qui se disent « Allez, les médias vont pas couvrir ce qu'on fait, de toute façon. On travaille un peu derrière des portes closes. » Et en fait, du coup, on peut prendre des décisions un peu peut-être plus radicales qui prendraient au niveau national ou pas. Et les journalistes, comme très souvent, ils sont pas suffisamment présents en nombre au niveau européen, ou alors ils peuvent pas couvrir tous les sujets, leur posent assez peu souvent les questions un peu embêtantes du style « Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez déclaré ça? Pourquoi est-ce que vous avez voté ça ?» Et donc, c'est aussi le rôle des citoyens. Et je te dis, pour en parler avec beaucoup de députés, quand ils reçoivent cette pression des milliers de mails dans leur boîte mail, des milliers de messages sur les réseaux en leur disant « on vous regarde, faut pas que vous votiez comme ça », ils la ressentent, la pression. Ça, c'est évident.
Donc si je te comprends bien, si je suis jeune, européen, et que j'ai envie d'avoir un impact sur les politiques qui sont votées au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est ça qui me touche, faut que je m'intéresse à ce qui se passe au Parlement européen et à ce que font les députés. Si tu as envie de t'impliquer au niveau européen sur les sujets liés au réchauffement climatique, moi je te dirais que c'est le bon niveau, parce qu'à peu près 80% des lois en Europe sur l'environnement passent par Bruxelles. Donc c'est vraiment un niveau qui est hyper important. Et je te dirais que oui, du coup, rapproche-toi peut-être soit d'un groupe national de jeunes qui sont actifs au niveau européen. Il y en a beaucoup d'associations qui touchent à l'environnement, par exemple, et qui ont un focus sur les jeunes et qui informent sur ce qui se passe au niveau européen, ou d'activistes de ton pays qui travaillent aussi sur les sujets européens. On termine toujours le podcast avec cette question. S'il y avait une mesure que tu pouvais faire voter demain au niveau européen, ça serait quoi ? C'est dur. C'est dur parce qu'il y en a tellement. Je pense que ce serait forcer les entreprises de pétrole et de gaz, donc les entreprises d'énergie fossile, à transitionner à 100% vers le renouvelable et à payer pour les dommages qu'ils ont causés pendant les 50 dernières années où ils connaissaient l'impact de leurs activités et qu'ils ont tout fait pour que rien ne change. On parle d'entreprises qui aujourd'hui réalisent des bénéfices records, 200 milliards d'euros pour l'année 2022 ou 2023, je ne sais plus. Donc qui ont énormément d'argent et qui choisissent consciemment de ne pas changer de trajectoire. Je regardais encore un chiffre, je crois que c'est à peine entre 1 et 5% des investissements mondiaux dans le renouvelable proviennent des entreprises d'énergie fossile. Donc en fait, les mecs, en gros, disent à tout le monde, on choisit de pas bouger parce que c'est pas forcément là où on va se faire des sous et on veut se faire des sous jusqu'à la fin. Donc moi, vraiment, ce serait targeter, viser ces entreprises-là et les forcer à changer et les forcer, que ce soit sous forme de nationalisation ou pas, mais en gros à transformer leurs activités vers l'intérêt général. Merci beaucoup. Non, merci pour l'invitation. Ce podcast est bas carbone. Merci à Chloé d'être venue en train. Il a été préparé et présenté par moi-même, Camille Sarrazin, et filmé et monté par Émilie Delvard. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Enter et la plateforme de podcast de RFI. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok et Instagram.